en tant que scientifique, en tant que chercheur, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas, comme on dit. Surtout en tant que chercheur, moi en tant qu'étudiant, mais surtout comment parler aux membres de son laboratoire, puis comment garder une atmosphère qui est vraiment intéressante. Okay? Ça, c'est très difficile pour certains, c'est pas du tout inné. Hein? Des fois, quand on pense aux meilleurs orateurs au monde, on ne va pas dire, ben là, c'est des scientifiques, automatiquement. Quoique, il y en a des excellents, on a un juste avant moi. Mais des fois, les scientifiques, on est un peu dans notre tête, un peu dans notre bulle. Quand on parle des individus de sciences, de données, on peut être un peu froid. Donc, c'est important d'apprendre à bien communiquer, puis aussi, pas juste pour que ce soit le fun dans le labo, mais surtout pour s'assurer que les données du laboratoire qui sortent sont de qualité. Okay? Donc, naturellement, aujourd'hui, j'ai un petit syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas du tout ma formation de parler de communication dans un laboratoire. Puis maintenant que je me rends compte de la slide que j'ai choisie pour mon masque mon masque d'imposteur, ce n'est pas nécessairement le meilleur masque que je pourrais mettre pour me cacher. Mais aujourd'hui, les quelques objectifs que j'ai identifiés, j'ai eu beaucoup de plaisir à élaborer cette présentation-là parce que ça m'a forcé à réfléchir qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je ne faisais pas ou qu'est-ce que je devrais faire dans le labo pour m'assurer que la qualité des données qui sortent soit maximale. Puis ça, bien, lors des interactions avec mes étudiants. Okay, donc, le premier objectif, comme on n'est pas tous nécessairement ici, on n'évolue pas tous dans la recherche biomédicale, je vais vous donner montrer un petit peu rapidement c'est quoi la réalité dans le laboratoire de recherche biomédicale académique. Par la suite, un survol sur, bref, pour vous faire peur, mais c'est quoi la responsabilité du chercheur dans l'exactitude des données générées et publiées. Hein, ce qui sort dans mon labo, c'est quoi ma responsabilité de ça là-dedans? Puis finalement, bien, un peu plus le cœur de la présentation, la communication, c'est clairement un des meilleurs outils de prévention pour s'assurer qu'il n'y ait pas un de nos articles qui soit rétracté ou que, pire, on soit accusé de fraude à un certain moment parce qu'un étudiant était plus ou moins legit. Donc, le premier objectif, c'est quoi un laboratoire de recherche biomédicale? Bien, comme on voit dans les films, c'est des gens qui sont passionnés à regarder des liquides colorés. On voit toujours ces choses-là, c'est très drôle. Mais j'essaie de trouver un peu c'était quoi la recherche, un laboratoire représentatif. Fait que je ne me suis pas trop cassé la tête, hein, je vous montre le mien. Je vous parle de mon laboratoire. Je suis chercheur à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, professeur de département de médecine depuis août 2014. Ça va faire presque 5 ans, que le temps passe vite. Puis, ça, c'est mon laboratoire. Donc, on fait de la recherche sur le tabac. On utilise des cellules, on utilise des souris, des humains également. Puis, vous voyez que c'est quand même assez hétéroclite. Hein? Vous voyez beaucoup de gars, beaucoup de filles, surtout beaucoup de filles. On ne se le cachera pas, domaine biomédical. Puis, ce n'est pas du tout un biais de sélection de ma part. C'est vraiment, il y a énormément de filles dans le domaine biomédical. C'est excellent. Des plus jeunes, des plus vieux. Là-dedans, il y a des stagiaires de premier cycle, des étudiants de maîtrise de deuxième année, étudiants de doctorat de troisième année, puis des professionnels de recherche, donc des gens que ça fait plus longtemps que moi qui font de la recherche biomédicale. J'attire votre attention sur Marie-Josée. Quand j'étais jeune stagiaire en 2004, c'est elle qui m'a montré à faire des expériences de laboratoire, à faire de la recherche. C'est elle qui était professionnelle de recherche dans mon laboratoire d'accueil. Donc, c'est une personne que je connais bien, avec laquelle je communique très bien. Puis, maintenant, on a la chance de travailler ensemble dans le même laboratoire. Mais dans ces gens-là, ce n'est pas juste des gars, des filles, des vieux, des jeunes. Il y a des gens qui sont extrêmement soupes au lait. Okay? Dès qu'on leur demande de regarder les données brutes, là, ils backent, là, puis ils prennent la bride, là, puis ça ne leur tente pas. Il y a des gens qui sont extrêmement easygoing. Voici le fichier Excel, garde-toi. Puis, donc, c'est toutes ces choses-là. Tous ces gens-là, les étudiants gradués, surtout les étudiants gradués, c'est tous des gens qui ont pleuré dans mon laboratoire. C'est bizarre à dire, mais c'est tout arrivé. Puis, heureusement, tout pour des bonnes raisons. OK? Mais c'est des choses auxquelles on fait face, qui, fiez-vous sur moi, ce n'est pas mes cours en microbiologie qui m'ont préparé à ça. OK? Puis aussi, bien, il y a les données. Hein? Fait allier le comportement humain, la gestion d'une petite PME,
à la montagne de données qui arrive chaque jour, puis s'assurer de la validité de ça. Okay? Maintenant, les laboratoires, j'ai des étudiants en bioinformatique, biochimie, microbiologie, sciences biomédicales, des jeunes étudiants en médecine qui viennent faire une maîtrise dans mon laboratoire. Le type de données qui est généré, souvent, il y a des données que je suis très à l'aise avec, mais des données avec lesquelles je suis beaucoup moins. Okay? Donc, être capable, comme professeur, comme chercheur, de valider ces données-là, c'est quand même un défi assez important. Dans un laboratoire biomédical académique, naturellement, il y a l'argent. Ce n'est pas un laboratoire qui est subventionné par une université, c'est des fonds externes, soit publics, d'organismes gouvernementaux, soit d'organismes à but non lucratif, des associations médicales, par exemple, ou soit des compagnies privées pharmaceutiques. C'est un bon exemple qui peut subventionner notre laboratoire, mais naturellement, l'argent est rare, surtout de ce temps-ci, obtenir des grosses subventions gouvernementales, c'est difficile. Puis ces subventions-là, d'habitude, sont liées au succès du laboratoire. Plus on est un laboratoire qui a du succès, qui publie bien, qui publie dans des bons journaux, plus souvent c'est attaché à des dollars. Donc, ça nous permet de continuer notre recherche. Mais chaque laboratoire, surtout dans le même domaine, malheureusement, on se bat pour les mêmes dollars, ce qui augmente beaucoup la compétition dans le domaine, puis qui crée beaucoup de pression aussi. Okay? Où est-ce que je m'en vais? Vous rappelez-vous que c'est la communication, puis s'assurer de la qualité des données. Plus il y a de pression pour produire, plus il y a des risques que ce qui soit produit soit peut-être changé pour que ça fitte bien, ou qu'il y ait peut-être un petit peu d'erreur parce que les gens travaillent trop fort. Les étudiants de doctorat qui font du 80-90 heures semaine parce qu'ils veulent s'assurer de pouvoir aller voir un gros postdoc, d'avoir une bourse à Harvard pour être sûr d'avoir une carrière par la suite. C'est une pression qui arrive très tôt puis une pression qui frappe très fort. Okay? Des gens qui travaillent trop fort, qui font des erreurs ou carrément un peu de malveillance, puis des gens qui vont modifier les données pour s'assurer que ça paraisse bien. Okay? Donc, comme chercheur, on jongle avec beaucoup trop de balles ou beaucoup trop de quilles. Okay? La plupart des chercheurs en domaine académique, c'est des professeurs. Il y a l'enseignement, il y a les demandes de subventions, les interactions avec les collègues, à l'international ou au local. Tout ça, ça prend notre temps. En plus, il faut s'assurer que les données qui sortent du laboratoire sont de qualité puis sont vraies. Okay? Donc, et ça prend naturellement du temps. Mais c'est un temps qu'on se doit d'investir parce qu'à un certain point, ça peut nous revenir d'en face assez vite. Donc, un environnement où il y a de la pression, naturellement, ça peut mener à des débordements. Deuxième point, c'est quoi la responsabilité du chercheur dans l'exactitude des données générées et publiées? Okay. Je vous dirais la responsabilité du chercheur est tout simplement totale. Okay. Si un étudiant fait une erreur, c'est comme si vous aviez fait l'erreur vous-même. Okay? C'est votre laboratoire. Donc, si c'est un accident, par exemple, vous avez publié un article, puis vous vous rendez compte après un certain temps qu'il y a vraiment eu une erreur. Il y a des graphiques, là, soit c'était des colonnes Excel, les classiques, les colonnes inversées, des erreurs d'équation, des choses comme ça qui, des fois, on se rend compte plus tard, en travaillant les données, bien, on peut tout simplement publier un erratum. Okay? C'est une erreur, il n'y avait pas de mauvaise intention. On publie l'erratum, on publie les bonnes données, tout dépendant de l'impact de ces erreurs-là sur l'histoire de l'article lui-même. Ça peut aller d'une petite publication d'erratum, mais ça peut s'en aller jusqu'à une rétraction de l'article. Okay? Tellement que les données centrales de l'article n'étaient pas véridiques, dû à un accident. Je veux votre attention. Ce petit encadré-là a été pris sur le site de Retraction Watch. Okay? C'est un site qui est extrêmement utile, qui documente toutes les rétractions d'articles dans la plupart des grands journaux. Puis il y en a à chaque jour des rétractions d'articles. Souvent pour des causes qui sont documentées. Donc on va nous dire c'était une erreur dans tel graphique ou telle figure, puis les auteurs ont préféré retirer l'article puisque ça impactait l'histoire et la science derrière, ou jusqu'à les auteurs ont décidé de retirer l'article. Point. Pas d'histoire derrière ça. Donc, en tout
côté paranoïaque, des fois, nous fait dire « Ah, ben là, il y avait quelque chose de louche derrière ça. » Puis, ils n'ont pas fait, ils ont préféré pas le dire. Donc, des erreurs accidentelles dans les données, c'est possible. Puis, c'est possible, on a tous entendu dans nos domaines respectifs ou dans d'autres domaines, carrément de la fraude scientifique, qui provenait soit des étudiants ou soit des directeurs de recherche, des scientifiques eux-mêmes. Okay? Ça, ben, ça peut se présenter un peu n'importe comment. Honnêtement, souvent, on ne sait jamais. Mais ça peut être tout simplement un erratum, comme si ça avait été un accident. Ah, ben là, on change les figures et c'est comme ça que ça se passe. On fait la rétraction de l'article. D'habitude, là, c'est pas marqué quand il y a une rétraction là, que tel auteur a fait une fraude, puis que c'est ça. D'habitude, c'est assez silencieux. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est au niveau universitaire. Beaucoup d'enquêtes, au niveau américain, il y en a beaucoup de ce côté-là. Souvent, c'est des enquêtes universitaires. Les professeurs vont se faire enquêter pour des incohérences scientifiques répétées. Puis, moi, dans mon domaine, dans le domaine du tabac aux États-Unis, à Baltimore, il y en a eu une. Un professeur bien connu, chercheur bien connu, il s'était fait enquêter. Puis, ils se sont rendus compte que tous ces cahiers de laboratoire, c'était des cahiers de laboratoire électroniques, puis qu'il avait été récemment tout délité, tout effacé. Okay. Ça, ce professeur-là, sa réputation, c'est terminé. C'est terminé. On ne sait toujours pas le cœur de l'histoire. J'ai parlé personnellement. Ça ne semblait pas venir de lui, mais c'est toujours c'est jamais de notre faute. Mais c'est des histoires d'horreur. Mais lui, il publie encore des articles, mais quand je les lis, ben, je les lis en étant conscient que les choses se sont passées avant. Donc, il peut y avoir des conséquences majeures. Hein? On ne peut pas s'en laver les mains. Vous voyez Ponce Pilate qui se lave les mains, mon éducation catholique qui ressort. Un chercheur ne peut pas se laver les mains et dire « Ah, c'est mon étudiant qui a fait l'erreur, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. » Non, non, tu es son superviseur. S'il a fait l'erreur, puis que toi, tu aurais pu l'avoir, ça aurait été corrigé. Est-ce que tu as fait tes devoirs en tant que superviseur puis en tant que directeur de recherche pour t'assurer de la qualité des données? Parce que les conséquences peuvent être multiples. Naturellement, la réputation du laboratoire prend un coup. Oui, la réputation de l'étudiant prend un coup, mais ça peut se refaire assez rapidement, ça. Okay? À moins que le directeur de recherche dise « Moi, je vais gâcher la carrière, puis demande-moi pas des références, ça n'aura jamais. » L'étudiant va toujours pouvoir s'en ressortir. Mais quand ton nom est entaché, c'est très difficile de le laver. Okay? Puis là, on parle de publication, mais lorsque c'est pour avoir des subventions, un nom qui est entaché, c'est extrêmement difficile d'aller chercher des fonds par la suite aussi. Pourquoi? Ben, c'est un gros boulet qu'on traîne. Hein? Même si ce n'est pas de notre faute, là, puis qu'on n'a pas fait directement l'erreur, on traîne ça tout le temps. Puis, ben, personnellement, je ne connais pas de cas, mais c'est sûr que c'est des erreurs scientifiques répétées. J'ai eu histoire d'étudiants qui se sont fait sortir du labo parce qu'ils avaient fait des fraudes scientifiques, ça on entend bien, mais des professeurs qui se font mettre à la porte pour ça, j'en connais pas vite comme ça, mais c'est tout à fait possible. La fraude scientifique, c'est majeur. Hein? La science, ça repose essentiellement sur la foi. À moins que quelqu'un répète les données qui ont été publiées lui-même, puis dise « OK, je l'ai répété, donc c'est vrai », lorsqu'on lit un article, on est dans le domaine de la foi. Là. On a beau dire que c'est de la vérité, parce que c'est des faits scientifiques objectifs, mais lorsque je lis un article scientifique, je fais un acte de foi en disant ben, je crois ce qui est écrit, puis les graphiques qui ont été générés ont été bien générés. Donc, la science étant objective, les données scientifiques, elles, dépendent vraiment de la validité de la personne qui les génère et qui les présente. Donc, ça fait un petit peu peur, hein, la fraude scientifique, mais c'est extrêmement rare. C'est davantage les erreurs là, involontaires. Moi, les erreurs involontaires, je dirais dans mon laboratoire, là, je dois en empoigner une fois par semaine. Mineures ou des fois majeures. Là. Genre, si l'article serait sorti comme ça, avec des données qui étaient rendues là, il aurait fallu le retirer. C'était trop des grosses erreurs. Une petite erreur qui a eu des très grosses conséquences. Okay? Donc, est-ce qu'il y a moyen de prévenir ça? Puis encore une fois, n'ayant pas été formé là-dedans,
j'ai pas la vérité infuse, là, mais ce que je vais vous donner, c'est des trucs ou des petites astuces que j'applique tous les jours avec mes étudiants, puis mes professionnels de recherche aussi, juste pour m'assurer que ce qui sort, c'est bien, que lorsqu'un étudiant me parle de ses données puis qu'il me regarde dans les yeux, il n'est pas en train de regarder le plancher. OK? Juste des petites choses comme ça. La première chose, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai eu la chance de commencer ma carrière de professeur relativement jeune, à 30 ans. Puis mon premier étudiant au doctorat, il en avait 27. OK? C'était un body, là. On avait 3 ans de différence, là. Énormément de difficultés à assurer mon autorité. Okay? Puis ça, je dirais, pas nécessairement pour faire peur, mais j'aime souvent dire que j'ai quand même une main douce, mais ferme. Okay? Asseoir l'autorité, c'est vraiment important pour un chercheur parce que les étudiants puis les employés du laboratoire, ils ont quand même des comptes à rendre. Puis il faut qu'ils soient conscients que c'est mon laboratoire, c'est ma réputation, puis je dirige le laboratoire. Okay? Ça, au départ, avec quelques étudiants qui avaient entre 25 et 27 ans, quand on allait prendre une bière ensemble, il n'y a personne qui aurait pu dire, c'était peut-être avec mes cheveux, là, mais c'était qui le professeur? Okay? Donc, ils me percevaient peut-être plus comme un ami. Donc, lorsqu'on parlait de données ou je leur demandais des choses, non, tu n'as pas besoin de voir ça, c'est pas nécessaire, là, on s'en reparlera demain ou des choses comme ça. Okay? Maintenant, c'est quelque chose qui ne se passe plus. Pourquoi j'ai réussi à asseoir mon autorité finalement? Lorsque je demande des données, le non n'est pas possible. Quand je les veux, c'est immédiatement. Okay? Pourquoi? Parce que, quelqu'un qui veut faire soit des choses comme ça, souvent il a besoin d'un petit peu de temps. Okay? Fait que quand on veut des choses immédiatement, ça ne donne pas le temps à ces choses-là de se passer. J'ai un petit côté semi-paranoïaque aussi, il va peut-être déjà détecté. Je prends un peu aussi pour acquis que, sans être complètement fou, là, mais qu'il y a des erreurs partout. Okay? Fait que j'ai une nature de chercher des erreurs constamment. Vous allez me montrer un fichier Excel ou un jeu de données ou un codeur, des choses comme ça. Je ne fais pas « c'est donc bien beau ». Non, non. J'essaie de chercher ce qui pue. Okay? Ça, c'est très naturel, c'est très instinctif, mais cet instinct-là me permet beaucoup de trouver des erreurs là, de ce côté-là. Ma hantise étant justement de publier un article puis de toujours le retirer à cause d'une erreur là, vraiment qui aurait pu être évitée. Aussi, lorsqu'on a réussi à asseoir notre autorité, exposer les étudiants au fait qu'ils sont dans un domaine très compétitif. Okay? Puis que la pression inhérente à ce domaine scientifique-là, ce n'est pas une raison pour faire des choses plus vite ou faire des choses trop vite qui nous mènent à faire des erreurs. Okay? Si tu ne travailles pas bien, travaille un petit peu moins. Okay? Génère des choses de qualité. Juste les exposer à ça, les exposer aux erreurs de manipulation qui peuvent être faites. Okay? Puis, surtout dans des situations où c'est très difficile de retourner aux données sources, puis de valider tout à 100% parce que ça prendrait un temps qui est carrément atroce. Okay? Donc, prendre vraiment l'attention lorsque c'est des étapes importantes, okay? Ou c'est difficile de retourner en arrière. Exemple, lorsqu'on écrit sur des tubes, ça a l'air niaiseux, là, mais si je n'écris pas sur le bon tube, puis par la suite, les différences sont relativement mineures entre les deux types d'échantillons, les chances que je puisse le tracker après, là, ça va être très difficile. Ou dans un jeu de données final, revenir puis mettre le point sur cette erreur-là, ça va être très difficile. Imaginez que si vous avez 500 tubes ou 500 échantillons, c'est facile d'introduire une erreur qui sera honnêtement là, jamais trouvée, ou à moins qu'à un certain point, il y ait du recoupage, puis on en reparlera tout à l'heure. Leur faire peur aussi que la fraude scientifique, c'est inadmissible. Okay? Que changer un 8.2 pour un 8.7, ça ne se fait pas. Okay? Des fois, c'est juste des petites choses comme ça. Mais des fois, ça peut être un peu plus subtil, ce qui est moins instinctif. On a un groupe de 10 animaux, par exemple. Puis là, on a une espèce de outlier, qui n'est pas vraiment outlier, c'est juste la souris qui fait qu'entre nos deux groupes, là, il n'y a pas la belle petite étoile qui le rend significatif. Okay? Fait que là, des fois, tu te forces, tu dis « Ouais, cette souris-là n'était pas très en forme ce jour-là, il faut croire. » Ou non. Tu l'inclus, tu l'analyses. As-tu une raison pour l'enlever?
Si ta raison, c'est, ben ouais, mais c'est à cause que mes résultats ne sont pas significatifs si elle est là, c'est pas une bonne raison, ça, là. Fait que des fois, c'est pas volontaire. La bonne volonté est là parce qu'ils veulent produire, ils veulent des bons résultats et tout. Mais enlever des échantillons comme ça pour que les données fit, c'est inadmissible. Okay? Tant qu'à moi, ça rentre dans une fraude scientifique qui est pas aussi méchante que carrément modifier des données, là, mais c'est quand même majeur, c'est non éthique. Okay? Puis, leur parler aussi que s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, puis que c'est fréquent, moi, j'investigue, là. Okay? Puis c'est du sérieux, puis il va y avoir des conséquences. Okay? Ça, là, c'est pas une lecture que je fais à toutes les semaines à chacun de mes étudiants, là. Puis c'est dans mon bureau, puis c'est relax, puis juste pour les exposer au fait que les erreurs, ça se peut, on peut faire attention. La fraude scientifique, ça existe, puis c'est inadmissible. Puis s'il y a des choses qui se passent de façon fréquente que je trouve pas legit, ben moi, je me mets sur le dossier, puis comme je vous dis, j'ai un instinct de trouver des erreurs. Fait que je vais le trouver. Fait que d'habitude, là, dans mon lab, ça marche assez douette. Puis, si les données sont négatives, c'est tout, là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Des trucs pour bien communiquer avec les gens, c'est pas compliqué, hein? Premièrement, il faut communiquer. OK? Ce qui a été très utile pour moi, qui a permis de faire sortir des choses dans le labo, beaucoup de meetings un à un. Tu donnes du temps à tes étudiants. Comme professeur, puis il y en a des professeurs qui sont beaucoup plus occupés que moi. Moi, mes étudiants, je les croise chaque jour, puis je leur parle au moins 10-15 minutes chaque jour, que ce soit casual, de température qui fait, n'importe quoi, mais on se parle tout le temps. Okay? Puis je veux surtout qu'ils me parlent. Okay? Parce que c'est eux autres qui vont me dire s'il y a « Ah, j'ai vu tel truc dans mes données, ah, c'était moyen, je vais te le montrer, qu'est-ce que tu en penses? » Ah, OK. Ils viennent me voir avec ça. OK? Puis, on a des meetings à chaque semaine pour chacun des étudiants. Donc, pour pouvoir bien communiquer, il faut communiquer. Il faut les rencontrer. Ma porte est toujours ouverte. Toujours ouverte. Pas le entrouvert dangereux, là. C'est juste entrouverte que tu ne sais pas s'il est là, puis que tu ne veux pas cogner parce que tu ne veux pas le déranger. Non, non. Quand je suis là, c'est ouvert. Viens me déranger. Ça vient avec toutes les conséquences que ça a sur mon horaire, puis des choses comme ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est extrêmement fructueux. Je me fais déranger constamment pour des raisons qui souvent sont pas full pertinentes. Mais au moins, les fois que c'est pertinent, j'étais là. Ils ne sont pas arrivés d'une porte fermée. Ben, en tout cas, je n'étais pas là si c'est arrivé. Mais ils ont réussi à me trouver facilement. Donc, juste être présent. Puis ça, c'est pas un reproche que je fais à des collègues professeurs, chercheurs du tout, parce qu'il y en a qui travaillent mieux à la maison, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas capable de travailler à la maison, beaucoup de difficultés. Donc, je passe beaucoup de temps au labo. Mais je suis très facilement rejoignable. Je me fais texter et appeler par mes étudiants constamment. Ma blonde aime moins ça. Mais ça permet de maintenir la communication, maintenir l'échange, que ce soit tout le temps là. Puis, comme je disais tout à l'heure, des fois, j'appelle ça le graph washing. Le graph washing, c'est un étudiant qui arrive avec des données, sont toutes graphées, sont parfaites, tout est beau. Ah, regarde comme c'est hot, j'ai fait telle manip en fin de semaine. Moi, ça, en partant, là, c'est, je veux voir tes données sources, je veux tout voir. Pourquoi? Ça pue. Okay? C'est trop beau, c'est trop fini. Je veux vraiment voir les données sources. Viens t'asseoir à côté de moi, puis montre-moi ça. Montre-moi ce que tu as fait. Okay? Je n'ai pas peur de retourner à la base. Ça prend énormément de temps, trop de temps, mais au moins, ce qui sort de chez nous, c'est propre. Okay? Puis, je fais beaucoup de ça. Okay? Parce que vous voyez, là, c'est moi qui est en train d'expliquer à un enfant. Non, c'est carrément l'inverse. Souvent, je dis à mes étudiants, explique-moi ta manip, explique-moi ton protocole comme si j'étais un enfant de 10 ans. Okay? Pour moi, du début, je vais tout comprendre. Parce que je veux pas. On a beaucoup d'étudiants, beaucoup de staff, des expériences par semaine, ils s'en rendent énormément. Puis, des fois, il y a un étudiant qui passe, puis il me parle « Hey Mathieu, le protocole, ça a marché. » J'ai aucune idée de quoi il parle. Dans sa tête, il y en a un. Dans ma tête, j'en ai 47. Puis, je ne sais pas de quel tu parles, de quoi tu parles. Explique-moi ça à la base. Qu'est-ce que tu as fait? Puis, je lui pose des questions à mesure. Okay? Ça a-tu bien été? Toutes tes souris, il est en forme? Ah oui, le poumon, est-tu bien sorti? Les lavages, comment ça a été? Toutes des questions comme ça. Okay? Quelqu'un qui ne s'est pas bien été, là, ces choses-là, ça va sortir vite. Okay?
Ah oui, puis toutes tes souris, tu as eu assez de sang. Puis il va hésiter. Puis, ben là, s'il y a quelque chose qui n'avait pas bien été, fait que c'est juste des petites questions comme ça qui te permettent de faire sortir le bobo. N'hésite pas à en parler, là, s'il y a des protocoles qui n'ont pas bien été, des choses comme ça. Le prochain, ça va mieux aller. Il y a des choses qui sont sorties là, bien souvent. Ah ouais, les souris, ça a bien été. Ah non, il y a celle-là là, que c'était moins bon là, pour le dosage, telle affaire. Mais quand je regardais les données brutes, là, il manquait 2 souris. OK? C'est ouais, mais l'autre, elle. Ah, mais là, elle. Ah, bah, tu vois, il y a quelque chose qui est sorti, là, tu sais. Des fois, c'est pas grave, mais des fois, c'est juste des petits détails. Mais je leur demande vraiment de m'expliquer au complet. Puis encore une fois, ça ne prend pas 1 heure, hein, ça prend quelques minutes. Puis, de mon point de vue, c'est toujours bien investi. Il y a aussi l'overlap entre les protocoles et entre les étudiants. Okay? Ça, c'est vraiment important. C'est une bonne méthode de détection d'erreurs involontaires ou volontaires. Je dis volontaire aussi souvent avec accidentel, mais c'est 99% d'erreurs accidentelles. Les erreurs volontaires, là, ça n'arrive pas. Là. Puis, c'est l'overlap. Par exemple, dans mon laboratoire, on va mesurer peut-être la même chose dans différentes cohortes ou différentes choses dans la même cohorte d'individus. Ou dans les protocoles animaux, bien, souvent les contrôles sont très semblables. C'est juste, par exemple, le dernier groupe qui a une intervention thérapeutique qui est différente ou qui manque un gène en endroit ou des choses comme ça. Mais il y a moyen de trouver toujours des groupes qui sont pareils, mais qui ont été runnés par différents étudiants à différents moments. Okay? Fait que ça va arriver souvent que je vais demander à un étudiant, il fait son protocole, il run ses affaires, puis il dit « Ah, tu mesurais tout ça à la fin dans le fouet. » Là, dans le fouet? Pourquoi tu me rends dans le fouet? Tu sais, un étudiant qui travaille juste sur le poumon, puis ça le foie. Ah, parce que je veux juste être sûr que les données qu'un tel a générées dans son projet qui est plus foie-centrique, juste pour être sûr que ce soit correct et qu'on le voit bien. Tu sais. Ça, c'est magique. C'est magique parce que là, tu as un protocole qui est runné par un autre étudiant, qui est runné dans un moment temporel différent. Puis, ça a fait sortir beaucoup. C'était pas des erreurs, mais des fois, c'était de la non-reproductibilité. Des choses comme ça qui étaient sorties. Puis, c'est très utile au point de vue scientifique, mais lorsqu'on communique avec les étudiants, je leur mentionne toujours que ben, j'ai demandé à François de runner l'expression de tel gène qui est dans ton projet, juste pour être sûr que tout est correct, tout est bien aligné. D'habitude, ils comprennent très bien. Pourquoi? Puis ils sont même bingo, ils sont contents, leur fondation va être encore plus solide. Je ne m'attends pas à avoir un regard qui est accusateur si je leur demande, si je leur suggère de faire ça. Encore une fois, ce serait un peu louche, mais c'est très utile dans un laboratoire. Puis finalement, les critiques constructives. Pourquoi je mets ça là? Parce que plus on va critiquer un individu, les étudiants font des erreurs constamment, constamment. Puis, ils font des belles choses constamment aussi. Okay? Si on fait seulement peser sur les erreurs, moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu à travailler, étant donné ma nature de trouver les erreurs. Toujours avoir des critiques constructives, par exemple, tu as fait telle chose, ça aurait peut-être été mieux si tu l'aurais fait de telle façon. Okay? Parce que plus on tape sur un clou, les étudiants ne viendront plus nous voir. Ils vont avoir peur qu'on trash leurs données, des choses comme ça. Bref, on brise le lien de communication. Okay? Donc, même si on n'est pas en train de parler de qualité de données, la relation qu'on a avec notre étudiant, ça va être central sur est-ce qu'il vient nous parler ou pas, ou de la façon qu'il nous répond. Okay? Si je lui demande ses données, puis que lui a l'impression que, bon, il m'a demandé encore mes données parce qu'il pense que j'ai fait quelque chose de pas correct ou je sais pas quoi, ça va toujours être un peu bizarre, la relation va être weird. C'est toujours mieux d'être toujours en mode investigation, comme ça ils s'habituent. Puis ils disent, ah ben là, tu veux mes données, tu vas les avoir encore, puis ça va toujours être ça. Puis même Castor, moi, bien des étudiants, je leur demande de m'envoyer les données quand j'ai hâte de voir les résultats du protocole. Bien, ils m'envoient un fichier Excel brut. Là, je fais comme, bon, faut tout que je graffe pour voir les choses, c'est correct. Pourquoi? Ils sont habitués, parce qu'ils savent que je vais pouvoir le voir de toute façon. Okay? Donc, ça met en confiance que les données qui sortent du laboratoire sont
sont de qualité. Puis, finalement, c'est ma dernière diapositive. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu à faire face. Pourquoi on avait un projet qui avait un potentiel de brevet, des choses comme ça. Puis, l'étudiante qui était là-dessus, elle voulait présenter. qu'elle voulait présenter. Puis, j'ai dû expliquer souvent, ben là, tu ne peux pas présenter tes données parce que si tu les présentes, bien, ça va devenir public. Puis, présentement, c'est très difficile de cacher la trouvaille. Tu sais, des fois, si c'est une molécule quelconque, on peut mettre le nom XYZ, par exemple. Mais à ce moment-là, c'était un peu difficile. Fait que j'ai quand même dû expliquer. C'est un projet dans lequel j'étais très investi, puis elle était très investie. Fait que ça aussi, c'est important de communiquer ces choses-là très tôt aux étudiants, parce que peut-être qu'ils ne voudront pas faire le projet, tout simplement. Mais je pensais que c'est un aspect qui est important aussi dans le côté communication, puis qualité de données. Leur dire le plus tôt possible aussi que la propriété intellectuelle, si on veut le protéger, les données, il faut qu'ils restent dans le laboratoire le plus longtemps possible. Donc, en résumé, rapidement, c'était pas plus compliqué que ça. Le domaine biomédical, en milieu académique, c'est un domaine où il y a énormément de pression. Une pression qui génère une pression de produire, puis naturellement qui mène à peut-être changer des petites choses ou à faire des choses pas correctes pour avoir ce succès-là. Ces choses-là peuvent nous mener naturellement à des conséquences qui peuvent être un peu extrêmes, un peu moins extrêmes aussi. Puis, simplement pour dire également qu'il y a des façons, simplement en communiquant avec les étudiants, puis en les imbriquant dans un pattern, hein, de double-checker les données, puis les choses comme ça. Moi, mes étudiants, ils ont comme imprégné un peu de mon instinct. Okay? Quand on a nos lab meetings, là, j'ai quasiment plus rien à dire. C'est eux autres qui font un peu mon travail. Ils se demandent, t'as-tu fait telle affaire, t'as-tu fait telle affaire, juste pour s'assurer de la qualité. Fait que pour un graphique qui est présenté, on passe 90% à discuter de la qualité du graphique, puis 10% à ce qu'il veut dire. T'sais? Fait que ça, personnellement, je trouve ça intéressant parce qu'un scientifique, à la base, ça va être quelqu'un qui se remet en doute constamment. Puis, ça nous mène à générer des données de qualité. Moi, présentement, je n'aurais même pas de misère à donner mes données brutes de mon laboratoire à quelqu'un, puis qu'il puisse trouver ça. Il n'y aura rien. Puis s'il trouve quelque chose, ben, ça n'aura pas été volontaire. Puis si c'est volontaire, ben là, la présentation, elle ne vaut pas grand-chose. Mais, mais sérieusement, juste communiquer avec les étudiants, leur faire part de tes intentions, puis que c'est quand même un but qui est noble, hein, de vouloir faire sortir des belles données. D'habitude, les étudiants embarquent très, très facilement là-dedans. Donc, je vous remercie.